Bonjour à tous, bienvenue pour ce débat. Pourquoi et comment améliorer la visibilité de transport? Donc c'est un débat qui est très actuel, puisque depuis quelques années, maintenant, on parle de visibilité transport. D'abord avec le e-commerce, les consommateurs veulent savoir où est leur marchandise. On en a beaucoup parlé aussi au moment du Covid, au moment de la pénurie des conteneurs. Et puis avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle qui permet aussi d'avoir maintenant une utilisation de la data plus rapide et plus globale. Alors pour parler de visibilité transport, j'ai le plaisir d'accueillir des experts, un panel d'experts qui vont échanger et nous apporter leur éclairage sur ce sujet. Je vais leur demander de bien vouloir se présenter, à commencer par Isabelle Badoc, que déjà un certain nombre d'entre vous connaissent. Peut-être. Je suis toujours Isabelle Badoc. Je travaille toujours chez Generix Group et j'ai toujours en charge l'animation de notre gamme Supply Chain Exécution et Visibilité, dans lequel on trouve des systèmes d'exécution pour le transport et la logistique, mais également une plateforme de visibilité qui permet de faire sauter les silos entre les sites logistiques, les opérations de transport et les différents sous-traitants qui fonctionnent autour. Voilà. Generix, c'est un peu plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une activité globale aujourd'hui avec 7 business units jusqu'aux États-Unis. Et un peu plus de 800, je crois qu'on frôle les 900 personnes. En ce moment, on recrute pas mal, comme beaucoup. Voilà. Merci Isabelle. Thomas ? Bonjour à tous, ravi d'avoir été invité pour participer à ce débat passionnant sur la visibilité de transport. Donc moi je suis Thomas Moreau, je suis associé au sein du cabinet EY Adameo. Nous avons récemment changé d'actionnaire et cédé l'entreprise à EY. Donc anciennement Adameo, le périmètre d'intervention, ce sont les systèmes, les opérations et les hommes pour accompagner dans la transformation les entreprises. Et donc notamment dans les systèmes avec tout ce qui est études d'opportunité, aide au choix et déploiement d'outils et de systèmes donc d'ITMS ou digitalisation du transport ou Tower Control. Donc ça nous permet de bien appréhender le contexte et quels sont les usages et les besoins des entreprises en termes de visibilité sur leur transport. Donc c'est cela que je vais partager avec vous. Merci. Guillaume ? Bonjour, donc Guillaume Soulard, expert solution chez HubOne, le groupe ADP. HubOne, c'est une activité centrée autour de 3 business units, la cybersécurité, le télécom et les solutions mobilité métiers, dédiées au transport et à la logistique. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un nouveau concept qu'on est en train de lancer qui s'appelle le Delivery Management System, un nouveau système, le DMS, qui est là effectivement pour pouvoir à la fois réconcilier le consommateur et les donneurs d'ordre et donner effectivement de l'information à la fois aux donneurs d'ordre, aux transporteurs et aux consommateurs. Merci. Léandre. Jean-Philippe, bonjour. Donc Léandre Boulez, associé de Diagma. Diagma fête cette année ses 50 ans, cabinet de conseil spécialisé en supply chain, de la stratégie jusqu'à l'exécution. Et donc on travaille évidemment avec un grand nombre de nos clients sur, entre autres, ces sujets de visibilité de transport. Merci. Adrien. Bonjour, bonjour à tous. Adrien Magnier, de mon côté, expert en solutions Supply Chain Execution chez NTT Data Business Solutions, qui est une entité de NTT Data dédiée aux solutions SAP. Donc nous sommes intégrateurs de solutions SAP, pas uniquement sur la Supply Chain Execution, mais aujourd'hui, tel est mon rôle. Et donc j'interviens principalement sur le TMS et le WMS de SAP, qui sont historiquement des best of breed, mais qui ont été ramenés dans le cœur de l'ERP. Et donc, je suis ici aussi pour venir parler naturellement de la visibilité à travers des solutions cloud que SAP a mis en place, qui permettent du coup d'être complémentaires à ces TMS, WMS historiques dans le cœur de l'ERP. Merci Léa. Bonjour, Léa Plouin, enchantée. Donc, moi, je représente aujourd'hui Transporéon, qui est une entreprise Trimble. Donc nous sommes une plateforme collaborative de gestion du transport, plus communément TMS. Et donc je suis responsable pour le marché français en l'occurrence, pour les solutions qui sont destinées aux transporteurs et puis aux LSP, donc Lead Service, Logistic Service Provider. Voilà. Donc aujourd'hui la visibilité pour nous c'est un thème intégrant, on va Central. dire, de notre fonctionnement.
Et donc, voilà, je suis enchantée de participer. Vous avez signalé Trimble, Transporion, société Trimble, donc c'est un rapprochement qui a eu lieu il y a assez peu de temps maintenant, puisque vous êtes effectivement associé à cette entreprise américaine donc, qui est spécialisée dans la télématique. Tout à fait. Et vous qui apportez donc cette couche de visibilité transport en complément. Oui, tout à fait. Donc en fait, Trimble, c'est une société de technologie qui se spécialise dans des solutions géospatiales, donc dont la visibilité est aussi au cœur de ça, on va dire, sa problématique, ses produits. Et donc, la division transport, en fait, Transporion vient se greffer, on va dire, à cette division-là. En complémentarité. En complémentarité, tout à fait. Merci pour cette présentation. Léandre, pourquoi la visibilité de transport est devenue aussi stratégique pour les entreprises ? Alors finalement, c'est le dernier maillon dans une chaîne d'approvisionnement complète qui comporte un grand nombre d'étapes depuis la matière première jusqu'à la consommation du produit fini. Les étapes de transport sont multiples et cette partie du processus était souvent le parent pauvre historique de cette visibilité, c'est-à-dire que finalement, avant que les systèmes d'information ne se développent et que la donnée ne soit traitée de plus en plus efficacement, et on va certainement y venir avec tous ces exemples, eh bien, quand on actionnait une activité de transport, on remettait au transporteur et puis ensuite on espérait. On espérait que le transporteur allait respecter son engagement, que le produit allait arriver en bon état et au bon moment. Et donc, ça générait finalement des options de pilotage plus approximatives. Donc, on prenait des marges de manœuvre, on intégrait une couche de risque dans les délais, dans les tarifs, dans tous ces aspects-là. Et c'était moins bien maîtrisé. Et cette approximation, finalement, c'était des pertes d'opportunités pour optimiser la supply chain. Et avec le traitement de plus en plus rapide et de plus en plus massif et de moins en moins coûteux d'informations, là aussi dont la précision augmente, eh ben, on règle cette question-là. Si vous voulez, c'est un peu, quand on pilote une machine complexe, je vais prendre l'exemple juste d'un avion, piloter un avion sans aucun tableau de bord, c'est possible, mais ça demande une solide expertise et de bonnes marges de sécurité. Piloter un avion avec un tableau de bord, avec beaucoup d'informations, beaucoup de précision, ça permet d'optimiser l'efficacité de l'objet en question. Est-ce que le e-commerce a été un accélérateur finalement dans cette visibilité transport, dans la mesure où les consommateurs veulent absolument savoir où est leur produit qu'ils ont commandé? Est-ce que les entreprises se sont pas demandé à un moment donné, finalement, ce que les consommateurs exigent et ont le droit d'avoir, pourquoi pas nous, en quelque sorte? Oui, bien sûr, c'est la partie, je dirais, la plus visible. Mais la réalité, c'est que les entreprises hors e-commerce même ont augmenté leurs besoins de visibilité pour optimiser leur processus. Je veux dire, encore une fois, il y a 20, 25, 30 ans, on prenait des grosses marges de sécurité dans les délais de transport en se disant « je ne sais pas ce qui va se passer, donc j'envisage le pire ». Aujourd'hui, grâce à la précision de la donnée, grâce à une donnée beaucoup plus temps réel, pas strictement, c'est pas toujours nécessaire, mais assez, et on peut être beaucoup plus précis. Et finalement, je prendrais, pour synthétiser, et ensuite on va développer, les 3 lignes qui ont été écrites par notre responsable digital sur LinkedIn lorsqu'il a publié l'annonce de ce webinaire, et qui résume finalement merveilleusement le sujet. Il a dit... il a écrit « L'enrichissement du transport par la donnée et les nouvelles perspectives du pilotage, supervision de la chaîne globale, gestion des anomalies, coordination des acteurs », donc effectivement cette chaîne demande beaucoup d'acteurs, traçabilité des actifs de bout en bout et information délivrée au client final. On a tout en 3 lignes, simplement on va le développer en 1 heure, mais fondamentalement c'est ça, c'est-à-dire je n'avais pas d'information, aujourd'hui j'ai de l'information, je la donne à mon client, je la partage, et mon client, le destinataire, que ce soit un client interne ou externe, sait optimiser à partir de cette information ses propres processus, et le transport s'intègre véritablement dans la chaîne, alors qu'il était toujours une étape de risque historiquement. Thomas, justement, alors c'est la techno qui a permis aujourd'hui de rendre cet objectif de visibilité possible? On a écrit un livre blanc sur la digitalisation du transport il y a 2 ans à peu près.
Et ce que je trouve passionnant, c'est finalement c'est un monde qui est en pleine ébullition, transformation. On a des rachats, on a de nouvelles entreprises qui se positionnent sur cette visibilité, avec des startups, certaines qui ont déjà un certain nombre d'années d'existence et donc qui ont déjà démontré la pertinence du concept. Donc on a un fourmillement et une énergie autour de ces solutions de visibilité en transport, parce qu'effectivement, il y avait des attentes. On n'avait pas les solutions qui permettaient de le faire. Puis on a eu des solutions, mais on n'avait pas encore l'infrastructure, la donnée, l'interconnexion. Et donc on commence à avoir tous ces éléments-là chez certains clients, mais on verra, je pense, au cours des débats, qu'il y a des niveaux de maturité très divers et que ce n'est pas juste parce qu'on va souhaiter avoir de la visibilité, mais qu'on n'a pas toute la digitalisation en amont, qu'on va pouvoir... méthode Coué, oui, on va donner de la visibilité, mais on n'a pas la matière première, donc on ne pourra pas la donner. Donc c'est tout un ensemble d'éléments, infra, données, interopérabilité des systèmes, qui vont permettre de donner cette visibilité-là. De façon concrète, Amazon a aussi, parmi les différentes révolutions qu'ils ont apportées, ils ont fait que, en tant que consommateur, on était beaucoup plus exigeant sur la visibilité que j'avais sur le moment où, entre ma commande et ma livraison, donc avec une vision B2C, en tant que consommateur, qu'est-ce que je peux exiger ou demander comme visibilité et comme planification pour me faire livrer. Et ça a progressivement, par effet de capillarité, dans l'univers du B2B, ça a changé aussi la donne. D'un point de vue assez concret, cette visibilité, ça permet notamment, par exemple, pour un service ADV, de ne pas être constamment à devoir répondre à des mails, à des fax, fax, il y en a encore quelques-uns malheureusement, et donc à un client ou à un industriel client de devoir dire attends, la livraison elle est à tel moment, ça permet très concrètement de faire gagner du temps à des équipes qui étaient surchargées sur des tâches à faible valeur ajoutée. Un autre élément, je pense, intéressant, c'est juste le service client. Donner de la visibilité aux clients sur, donc B2B, B2C, sur le moment où il va pouvoir recevoir sa livraison. Un B2C, un consommateur, c'est juste être satisfait par rapport à sa commande. Un industriel, c'est ces chaînes de production qui sont conditionnées à la réception d'une marchandise. Et donc, on peut prendre du retard et il y a des stocks qui sont peut-être nécessaires à certains endroits. Donc, le fait d'avoir cette visibilité va permettre d'optimiser le stock. Et on a des nouvelles solutions ou des nouveaux acronymes qui émergent, le DMS, qui est une émanation du TMS, qui va permettre aussi de piloter ça avec... un élément intéressant et important, et je pense que c'est dans la visibilité un point vraiment à avoir en tête, c'est tout ce qui est traçabilité carbone et relevé des émissions. Donc aujourd'hui, on a un paysage qui permet de proposer et de mettre en place ce type de solutions qui sont fortement demandées par l'ensemble du secteur, les consommateurs et les industriels. Mais tu parlais de traçabilité. La traçabilité, ça existe depuis déjà longtemps. Ce qui a véritablement changé depuis quelques années, c'est pas justement cette remontée d'informations en temps réel, cette notion de temps réel qui a changé un petit peu ce qu'on appelle visibilité aujourd'hui? Oui, alors moi j'essaie de me battre contre les effets de mode. Parce que typiquement, le temps réel, Léandre, vous l'avez évoqué, parfois nos clients voudraient absolument aller sur du temps réel alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais oui, ces capacités techniques existent aujourd'hui. On a des traceurs, il y a tout un tas d'entreprises qui se positionnent sur de l'ETA parce qu'il y a de la télématique dans les camions ou sur des bateaux. Et donc on est en capacité aujourd'hui, parce que interfaçage, parce que temps de calcul, parce que data, parce que algorithmique, donc on est en capacité de le faire. Donc oui, c'est une évolution technologique qui permet de l'avoir, mais on n'est pas obligé, pour améliorer le service client, la gestion du stock, la performance de mes opérations, de l'avoir systématiquement. Et notre rôle en tant que conseil, c'est justement d'aider nos clients à mettre en place la bonne solution qui répond aux besoins, qui va satisfaire sans basculer dans de la surqualité qui serait trop coûteuse potentiellement. Voilà. Guillaume, vous avez parlé de DMS, oui. Delivery Management System. C'est effectivement un acronyme relativement nouveau. On parlait de TMS, mais maintenant on est plus sur le dernier kilomètre avec le DMS. Qu'est-ce que ça apporte précisément par rapport à cette visibilité sur le segment dernier kilomètre? Déjà, repréciser ce que c'est un TMS et ce que c'est un DMS. Un TMS, un Transport Management System, va gérer effectivement, tout ce qui est plan de transport, va gérer effectivement
effectivement le choix d'un transporteur, va gérer la facturation, enfin tout ce qui est effectivement, je dirais, l'infrastructure lourde et qui achemine la marchandise au dernier kilomètre, à la livraison finale. Le DMS, en fait, simplement, c'est la réponse à une attente d'un client. Vous parliez d'expression de besoin de plus en plus importante des consommateurs. Où est mon colis? Où est ma livraison? Quand est-ce que je vais être livré? Est-ce que je prends effectivement ma demi-journée pour recevoir ou pas la marchandise? Est-ce que j'ai effectivement des alertes? On a parlé aussi d'Amazon. Amazon, effectivement, a été très prégnant dans cette émergence et dans cette prise de conscience aujourd'hui des consommateurs. Enfin, de l'attente des consommateurs, en tous les cas. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle, nous, chez Upbound, on a créé cette suite logicielle, donc DMS, pour à la fois effectivement répondre aux besoins des donneurs d'ordre et de gérer leur dernier kilomètre pour pouvoir justement avoir des préparations de livraison qui soient le plus performantes possible. Ensuite, effectivement, d'avoir des outils d'optimisation pour pouvoir mieux optimiser les derniers kilomètres. Comment j'optimise mes opérations pour dépenser moins de carburant, ce qui est un débat d'actualité aujourd'hui. Sur l'opération carbone, puisque n'oublions pas aussi la nouvelle loi dans 2024 où toutes les ETI et PME devront mettre aussi un rapport carbone à disposition. Donc ça, c'est aussi un nouvel enjeu pour les ETI et les PME. Ensuite, effectivement, vous avez l'expérience client, on a parlé litige. C'est effectivement d'ailleurs comment je peux faciliter la relation avec mes clients, comment je peux faciliter la relation avec mon donneur d'ordre et comment je peux faciliter la relation avec les consommateurs finaux pour justement leur donner cette visibilité-là. En cas de souci, le transport n'est pas une science exacte et parfaite, malheureusement. C'est aussi la responsabilité des donneurs d'ordre et des acteurs de la supply chain d'apporter effectivement des réponses et des réponses précises et rapides. Ce qui vous différencie aussi par rapport à d'autres acteurs, c'est que vous êtes parti de la data. C'est-à-dire que au départ, votre métier, c'était de l'auto-ID, c'était vraiment de la saisie, de la transmission de données. Oui. Aujourd'hui, donc, vous avez prolongé cette activité historique avec une couche informatique qui permet précisément donc, d'avoir une information sur la situation du colis à un instant T. J'irai même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'information, le cœur historique de Upbound, c'est effectivement la partie télécom, vous l'avez souligné. En fait, donc, on a effectivement ce cœur historique de la data, de cette expérience de traitement de la donnée. Ensuite, c'est pour ça qu'on est parti à la conquête du transport et de la logistique, si je puis dire, avec effectivement le fait de pouvoir gérer cette data dans des choses très simples qui étaient effectivement à la base des solutions de suivi et de traçabilité en transport et en logistique d'accompagnement du geste métier. En fait, on s'aperçoit globalement que l'évolution aujourd'hui des acteurs et du marché fait que globalement, on a besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de réconcilier le besoin du donneur d'ordre et du consommateur final. Et le lien, vous avez raison, c'est la data. C'est effectivement cette information-là. Donc ça veut dire quoi, cette information? On parlera tout à l'heure peut-être des outils, mais en termes d'outils, ça permet effectivement d'avoir, en fait, pour moi, il y a deux types d'outils. Il y a les outils, entre guillemets, logiciels, qui vont permettre effectivement, comme on le voit aujourd'hui, avoir des plateformes, Projet Fortifort, Transport Rayon et autres. Et puis aussi, notre rôle d'intégrateur est d'amener aussi des solutions d'IoT pour pouvoir effectivement faire le combo parfait entre le matériel et le logiciel et proposer effectivement une réponse métier adaptée à l'usage et aux besoins clients et donc des consommateurs. Du coup, vous allez vous retrouver peut-être en concurrence aussi avec certains acteurs qui sont également vos clients, non Alors, en concurrence, non, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'avantage, effectivement, de la façon du DMS telle qu'on l'aperçoit, nous, elle ne se considère pas comme un outil, on ne considère pas un outil global. On considère plutôt comme une suite de logiciels qui va effectivement accompagner, comme une sorte, en fait, de bibliothèque, où, effectivement, le client va pouvoir choisir, en fait, ses modules en fonction des besoins, en fonction de ses appétences, en fonction de ses impératifs, en fonction des besoins des clients consommateurs. Et à partir de là, effectivement, on peut très bien imaginer, nous, aujourd'hui, on propose des solutions en standalone, donc on peut très bien, effectivement, imaginer que la solution de mobilité soit exclusivement disponible et le client prenne que la solution mobilité. Mais on peut très bien imaginer aussi qu'un TMS prenne la solution mobilité de Upbound et en fait, on servira en marque blanche pour pouvoir effectivement livrer l'année kilomètre. Donc on a effectivement cette relation à la fois en direct avec les clients, mais aussi on peut animer l'écosystème avec effectivement donc, des partenaires en distribution. Merci. Isabelle, donc, on a évoqué effectivement un certain nombre d'entreprises qui sont assez récentes sur le marché, qui sont développées sur le marché de la visibilité. On en parlera tout à l'heure, notamment avec Transport Rayon. Mais Générique, c'est présent donc, sur le TMS depuis de nombreuses années maintenant. Comment vous avez vu ce marché évoluer et comment cette plateforme de visibilité s'est développée, je dirais, au fil des ans et pour intégrer les nouvelles technologies et puis mieux appréhender justement le besoin client?
Les plateformes, elles sont venues effectivement d'un besoin légitime des professionnels d'avoir autant d'informations que ce qu'ils avaient quand ils recevaient une commande Amazon. Elles sont arrivées de là. Elles se sont déployées parce qu'elles ont fait un effort, pour le coup, assez conséquent d'arriver à récupérer de l'info depuis chacun des transporteurs, voire dans certains cas de leurs sous-traitants, rang 1, rang 2, rang 3. Parce que le transport, c'est ça aujourd'hui, je parle plutôt de transport européen, mais le transport routier européen, c'est beaucoup de sous-traitance, beaucoup de petits faiseurs. Et donc, elles ont réussi à relever, et elles continuent à essayer de le relever, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui 100% de couverture sur tous les camions qui roulent aujourd'hui en Europe. Mais en tout cas, elles visent à connecter de plus en plus de transporteurs et d'être capables, dans la durée, puisque ces transporteurs changent leurs camions, changent leur équipement, changent l'informatique embarquée, changent de logiciel de TMS pour exploiter ces données. Donc voilà, c'est un challenge informatique. Je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a des gens qui s'y connaissent un peu, mais connecter, et chez Generix, de notre entité EDI, puisqu'on vient de l'EDI, donc on connaît bien ces problèmes, d'arriver à connecter de l'info d'un système, d'un tiers, vers un autre système, d'un autre tiers, c'est un enjeu énorme. Surtout dans la maintenance. Cette activité historique vient de la GPA, enfin, c'est ce qu'on appelait... de l'EDI, tout simplement. La capacité de faire dialoguer un client et son donneur d'ordre. Ouais. Alors c'est vrai que la couche au-dessus, c'est ce qu'on appelait l'ECR, le collaboratif, comment mieux travailler ensemble, industriel, distributeur, pour satisfaire le client final. On est toujours là-dedans, sauf que là, la demande, c'est pas d'être mieux livré pour moins cher, c'est de savoir quand est-ce qu'on va être livré et que ce soit à jour par rapport à la réalité du terrain, et c'est bien légitime. Alors voilà, ces plateformes, elles se sont développées à cause de ce besoin et parce qu'elles ont mis l'investissement, d'ailleurs un investissement à renfort d'investisseurs. C'est des sociétés, elles se sont toutes montées avec des capitaux, des gens qui croyaient. Parce qu'effectivement, l'exemple du e-commerce, pour des financiers, c'est assez facile de ressentir que tout le monde va avoir ce besoin de visibilité sur l'heure d'arrivée des commandes. Donc il y a eu beaucoup d'investissements. Pas forcément, comme je l'ai dit, c'est complexe, donc c'est coûteux d'aller chercher cette information et de maintenir une qualité d'information, une exhaustivité de l'information dans le temps, si bien que l'avenir de ces plateformes se joue au moment où l'investisseur dit « bon, c'est bien tout ça, maintenant, il faudrait que ce soit rentable ». Oui. C'est là qu'on a vu des rachats, il y a eu beaucoup de mouvements quand même dans ces acteurs-là. Après, il y a effectivement le positionnement des TMS traditionnels. Donc nous, TMS traditionnels, on connecte depuis toujours les transporteurs. Alors, pour avoir des infos de traçabilité, mais plus au travers de plateformes avec du déclaratif. Ça y est, j'ai livré, sans forcément avoir d'équipement chez le chauffeur. Mais certains transporteurs étaient capables de proposer du service de tracking très manuel, et d'appeler toute la journée ou demander au chauffeur d'appeler dès qu'il avait fait telle ou telle livraison. Plutôt sur des camions complets, des grosses livraisons. Et ça pouvait remonter de manière artisanale, on va dire, mais on pouvait négocier, trouver des moyens de capter cette info. Là, le gros challenge, c'est d'arrêter d'avoir, comme le disait Thomas, des opérations manuelles à faible valeur ajoutée, et de faire en sorte que cette info... mais comme quand vous faites une signature ou quand Colissimo dépose un colis dans votre boîte aux lettres, hop, 2 secondes après, vous savez que c'est déposé. Vous êtes au bureau, mais vous savez que vous avez été livré. Voilà. Et ça, c'est un challenge énorme dans des réseaux. Alors, Colissimo, c'est facile, c'est ses camions, ses chauffeurs, ils équipent tout le monde avec une application smartphone, et là, ça se passe très bien. Quand vous êtes chargeur et que vous affrétez des transporteurs, ou quand vous êtes transporteur et que vous sous-traitez du transport, il est compliqué de déployer des solutions simples de captation de l'information. On peut dire on va connecter du Trimble, on va connecter de l'informatique embarquée. Là, c'est très hétérogène. Toutes les solutions d'informatique embarquée ne proposent pas, en tout cas pas gratuitement, de mettre à dispo les données de manière centralisée et ensuite de les offrir à un tiers. Je pense, j'ai même lu récemment qu'il y a des changements de politique de ces sociétés pour dire ça va bien, mais c'est nous qui avons la donnée, il y a de la valeur sur la donnée, donc on va commencer à vraiment les facturer. Donc ça va encore augmenter la résistance.
Alors, nous, les TMS, bon, voilà, on se connecte à la demande de nos clients aussi, parce qu'on voit bien que ça a un intérêt. Mais on rajoute une couche de connexion pour aller capter l'info de ces plateformes et d'autres systèmes d'information, puisqu'on a toujours certains clients qui récupèrent de la donnée de manière traditionnelle, le transporteur qui saisit. Et puis, on a potentiellement... Alors, maintenant, les plateformes fusionnent, mais si on fait du maritime d'aérien, ce n'est pas les mêmes plateformes à la base que les plateformes de transport routier. Sur les géographies, ce n'est pas non plus toutes les mêmes. Elles n'ont pas toutes la même couverture. Et puis, de plus en plus, ça c'est un peu lié à ces problèmes de pénurie de transport, on a des clients qui commencent à avoir des flottes louées ou avec leurs propres chauffeurs. Et là, ils les équipent tout simplement d'une application smartphone. Alors, on a fait la nôtre qui est connectée nativement à notre TMS. Boine en a une aussi. On avait travaillé chez un client commun. Donc voilà, finalement, il faut considérer que pour alimenter... Nous, on a un TMS chargeur. Donc un chargeur qui souhaite savoir où en sont ses livraisons pour informer ses clients ou pour réagir, ou tout simplement pour préparer ses opérations logistiques, puisque c'est intéressant de savoir quand est-ce que Danone va livrer un entrepôt frais qui doit ensuite livrer les magasins, parce qu'il a 2 heures de retard. Il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on l'attend ? Est-ce qu'on ne l'attend pas ? Donc, il y a vraiment à tous les niveaux, il y a besoin de cette info. Ce n'est pas que pour le consommateur final. Hein. Comme tu disais, dans l'industrie, dans la logistique, on a besoin de cette info. Donc, on va aller ouvrir le TMS pour qu'il puisse récupérer la donnée d'un maximum de sources d'informations pour essayer d'atteindre le plus haut pourcentage de visibilité possible pour un chargeur. Ce qui fait aujourd'hui capoter des projets de visibilité, c'est ça. C'est oui, mais alors ça va me coûter très cher. Ça coûte très cher à produire, donc ça coûte aussi très cher à l'achat, enfin à l'abonnement. Si c'est pour avoir que 60% de la visibilité, est-ce que vraiment j'investis ? Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir les 40% qui me manquent ? Thomas. Toute petite introduction, parce qu'il faut qu'on finisse. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est cette notion de transformation, en fait. La visibilité, elle ne se décrète pas, ce n'est pas incantatoire, et ça implique potentiellement des transformations sur tout un tas de maillons de l'entreprise ou de systèmes. Et c'est parfois l'erreur qu'on peut rencontrer chez certains clients qui, comme on les accompagne ou pas, en tout cas on est sur de l'aide au choix, étude d'opportunité par rapport à ces solutions-là. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui la proposent, cette visibilité. Mais c'est pas parce qu'on a choisi la solution que ça va être mis en place. Et donc on est confronté à toutes les difficultés qu'Isabelle a mentionnées. Donc j'abonde et je souscris. Notamment de langage pour que les plateformes puissent comprendre entre elles. Oui, ou d'interfaçage entre les systèmes, entre tout le hard qui permet de capter, parce que c'est ça, c'est capter l'information pour pouvoir la remonter. Donc c'est des smartphones, c'est des véhicules, c'est des bateaux, c'est un site logistique sur lequel j'ai ma plaque qui est lue quand j'arrive. Donc tout un tas de hard qui permet d'avoir de l'information, qui avant était plutôt qualitative, maintenant qui arrive à être très mesurée. Puis le transport, c'est le monde de la data. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je fais l'optimisation du transport. Ça fait 20 ans qu'on a de la data à ne plus savoir qu'en faire. Avant, on n'avait pas la capacité de traitement. Maintenant, on a de la capacité de traitement, mais à la limite, il faut justement être discriminant par rapport à cette donnée. Donc, pardon, j'ai juste fait une petite... Non, mais c'était intéressant. Je trouvais ça très intéressant. Merci. Léa Transporéon, donc je le disais tout à l'heure, c'est la visibilité, c'est sa raison d'être en quelque sorte. Hein. Tout à fait. Alors en fait, j'allais juste rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la data, parce que la data, en effet, c'est la base de tout. En fait, c'est le pétrole de la voiture, enfin, c'est le pétrole de la plateforme. Aujourd'hui, sans data, en effet, on ne peut pas avancer, mais ce n'est pas tellement, en fait, la quantité qui va être importante, mais plutôt la qualité. Et donc, du coup, ce qui est intéressant pour des plateformes comme les nôtres, c'est de voir qu'est-ce qu'on va en faire de cette data. Et la visibilité, donc nous, on a acquis il y a plusieurs années une entreprise qui s'appelait Sixfold, qui est en fait devenu notre moteur de visibilité, d'accord, et qui permet donc le tracking de la marchandise routière, mais qu'on a aussi développé sur le maritime et l'aérien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette data une fois qu'on l'a traquée ? Parce que c'est bien beau aujourd'hui, en effet, d'avoir la possibilité de savoir quand est-ce que la marchandise arrive, pour éviter je perds le mot, mais une rupture
de sa chaîne d'approvisionnement lorsqu'on produit, par exemple, de la marchandise. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous permettre d'avancer, de prendre des décisions stratégiques dans son entreprise et donc de créer de la valeur, en fait. Oui. Donc aujourd'hui, cette donnée, pour nous, il est important, en effet, de stratégiquement décider quoi en faire. Donc on a on a des solutions qui se parlent entre elles. Donc, par exemple, vous parliez de l'empreinte carbone, le calcul. Donc, en fait, comment, à partir de la donnée qu'on récupère des camions, de la visibilité, en fait, on peut créer de la valeur pour permettre aux acteurs, en fait, de comprendre quelle est leur empreinte. Et puis ensuite, après, de peut-être prendre les bonnes décisions quant à leur stratégie business sur qu'est-ce qu'on fait maintenant que j'ai cette donnée sur mon empreinte carbone, qu'est-ce que je veux en faire pour réduire, par exemple, mon empreinte ou pour proposer à mes clients différentes solutions. Parce que quand on parle de visibilité transport, chez Transporéon, on parle de visibilité transport de bout en bout. Là, tout à l'heure, on parlait de visibilité dernier kilomètre. Vous, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne. Ouais. Tout mode confondu. Alors, c'est ça. En fait, nous, on est donc un agrégateur de données, d'accord, oui. Pour la visibilité, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour nous, il n'y a pas de vérité de la solution de visibilité. En fait, la vérité, c'est la consolidation des sources d'information, d'accord. Donc, ça va être, en effet, sur différents modes de transport, du routier, du maritime, de l'aérien. D'accord. Et ça va être donc du coup du end-to-end. Alors nous, on ne fait pas, du last mile. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et par contre, on vient consolider la donnée qu'on peut récupérer chez eux. Complètement. Voilà. Donc en fait, on travaille main dans la main. Léandre rappelait tout à l'heure que c'était aussi de la coordination. Donc c'est quelque chose aussi qui fait partie de votre offre, de coordonner l'ensemble des acteurs. Bien sûr. Alors, c'est tout le... c'est tout l'avantage, on va dire, compétitif de notre plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette visibilité, elle est native, en fait. Donc, c'est notre moteur, mais elle est native sur toutes les solutions qu'on donne. Donc, aujourd'hui, c'est pas seulement ce qui nous intéresse de traquer là où est le camion, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée après, une fois qu'il a été traqué. Est-ce qu'on peut retranscrire ça côté client au niveau de la commande, par exemple. Est-ce que lui peut ensuite retranscrire ça à son client? Comment cette information elle va être utilisée? Voilà. C'est, oui. Donc la collaboration, c'est en effet le thème. Mais pas facile d'intégrer et d'homogénéiser toutes les informations qui viennent d'autant d'acteurs. Comment ça se passe au niveau de l'outil? Comment vous arrivez justement à synthétiser toute cette information pour la restituer, j'allais dire, d'une façon digeste à vos clients? Alors, Transporéon a acquis sur les années, on va dire, plusieurs spécialistes de la question visibilité. Donc Sixfold a été le premier qui était spécialisé sur la route. Oui. Puis ensuite a été suivi par Logitone, qui est une entreprise qui était spécialisée sur le tracking maritime et aérien. Oui. Donc en fait, toutes ces solutions-là sont intégrées de bout en bout, en fait, pour permettre de couvrir au maximum tous les modes de transport. Donc c'est... Voilà, c'est comme ça qu'on... Merci. Adrien, vous le rappeliez tout à l'heure, NTT Data est un intégrateur SAP. Hein. Comment, quand on parle de visibilité de transport, se nourrir de la data à l'intérieur de l'ERP? Enfin, j'imagine que voilà, pour gérer toutes ces informations, on est à un moment donné obligé de passer par l'ERP. Comment la visibilité de transport se traduit chez vous? Eh bien, comme vous le savez tous, SAP, historiquement, c'est installé chez des clients. Vous avez cité, Isabelle, des problèmes sur l'interconnectivité des entreprises entre des systèmes installés chez les clients, des messages EDI, etc. SAP a un petit peu changé sa philosophie
dorénavant en proposant une plateforme SaaS qui se veut être le réseau des réseaux, de la fourche jusqu'à la fourchette, comme ils aiment bien dire, avec plusieurs métiers qui sont gérés à l'intérieur, pour gérer par exemple les achats, pour gérer par exemple les collaborations avec les fournisseurs. Mais aujourd'hui, je viens pour vous parler de l'aspect collaboratif sur le transport. Et donc sur cette plateforme-là, SAP permet à des éditeurs tierces de venir avoir un partenariat, de venir se connecter en standard avec cette plateforme SAS, avec des acteurs de visibilité. Et donc, notre travail, ça va être de connecter ce SAS avec le système, avec le TMS de nos clients. Et ainsi, l'information va ruisseler du fournisseur de visibilité jusqu'à la plateforme SAS, jusqu'au TMS. Et avec SAP, on va même un peu plus loin, puisque cette information dans le TMS, ensuite, va venir ruisseler à l'intérieur de l'ERP pour tout de suite informer l'administration des ventes, les personnes en charge de la production, des approvisionnements, etc., alerter, diffuser cette ETA aussi qui permet d'avoir de la visibilité. Donc voilà un peu la stratégie. C'est une techno qu'on peut avoir indépendamment de l'ERP, ou alors il faut être équipé déjà avec l'ERP SAP En effet, c'est lié à l'ERP. C'est lié à l'ERP. Et plus particulièrement cette partie, dédiée au transport. Hein. Le réseau des réseaux, moi je parle uniquement aujourd'hui de l'aspect transport, mais en effet, il faut être équipé de l'ERP, de l'ERP pour se connecter en standard. Le TMS aussi ou Le TMS, oui. Alors, il y a eu je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu quelques changements ces dernières années. Le TMS historique de SAP est revenu dans le cœur de l'ERP et donc est disponible sous sa version simple à travers l'ERP en tant que tel, mais s'il y a des besoins d'aller plus sur du TMS, sur des fonctionnalités avancées, avec de l'optimisation des plans de chargement, des tournées, etc., il y a la même solution disponible de manière avancée. Et, donc voilà, on peut se connecter selon les deux modèles, selon le modèle directement prévu dans l'ERP cœur, ou alors avec un modèle TMS qui peut aussi être décentralisé, comme on dit, et qui est agnostique quant à son intégration. Qu'est-ce que ça apporte à vos clients qui sont déjà des utilisateurs de l'ERP ? Ça apporte, comme je disais, ce fameux ruissellement. Ça va pouvoir donner une data qui va être partagée de manière horizontale sur tous les cœurs de métier de l'entreprise. Et c'est surtout l'ensemble des utilisateurs. Je crois que c'est Thomas qui en parlait juste avant. On arrête d'avoir des tâches sans valeur ajoutée. Au lieu que les différents métiers viennent consulter régulièrement, monitorer leur liste de travail, que ce soit les commandes d'achat, les commandes de vente, est-ce que tout est à jour, est-ce que j'ai pas d'alerte, au lieu de systématiquement monitorer ces informations, la visibilité qui va arriver dans l'ERP va pouvoir venir pousser de l'information aux personnes décisionnaires et du coup prendre les actions. On va gérer l'activité par alerte et non pas de manière uniforme pour tous, alors que tout va bien dans le meilleur des mondes pour leur activité. Très bien. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre aux alentours de midi. Je crois que Thomas voulait rajouter quelque chose. Je posais une question parce qu'on a été amené pour une ETI qui avait SAP mais qui n'avait pas le module TM. À réfléchir justement sur la collecte de données et sur la mise en place d'app Fiori. Donc ma question était, est-ce que les différentes fonctionnalités dont vous parliez sont dans ce Fiori ou pas? Alors Fiori, c'est plus la technologie qui va venir organiser le user interface. C'est vraiment le front-end. Non, ici, si on veut parler simplement à nos auditeurs, on passe par le TMS, SAP TM. C'est là qu'il y a un quick win à faire, où on a une intégration standard et où le TMS est lui aussi intégré avec les autres modules. Donc, bien entendu, on a la flexibilité, tout est possible, on va dire, en passant par des choses un petit peu plus sur mesure, mais si on veut faire un quick win, ça passe par du... Vous voyez de sur mesure, justement, l'avantage, effectivement, des solutions comme HubOne, de la bibliothèque qu'on propose, la solution DMS, c'est qu'elle permet aussi de répondre et de proposer des fonctionnalités que vous n'avez pas forcément, vous, en tant que ERP, et de rajouter, en fait, une brique qui va donner une fonctionnalité nouvelle, justement, à un système fonctionnel d'un ERP, sans forcément aller sur quelque chose de très lourd, comme un TMS, par exemple, ou des choses un petit peu plus lourdes, qui sont vraiment des gros projets
informatique très lourd et structurant pour une entreprise. L'avantage des solutions qu'on propose, nous, c'est qu'elles se connectent à tous les systèmes, quel que soit le système, avec des connecteurs très simples, agnostiques complètement, et qui permet effectivement de rajouter en fait des briques fonctionnelles et de répondre, comme on le disait tout à l'heure, soit à un usage effectivement d'exploitation, soit à un usage effectivement plutôt tourné vers le destinataire final et le dernier kilomètre. Léandre, comment on fait pour y voir clair dans une offre qui est quand même de plus en plus pléthorique et où on a du mal à comprendre qui fait quoi ? Quand vos clients viennent vous parler de visibilité, de traçabilité, comment vous les aiguillez pour savoir ce qui correspond, quel est l'outil finalement qui correspond le plus à leurs besoins ? Ouais, alors on essaie de rester le plus simple possible et on part du pourquoi, vraiment. C'est-à-dire de qu'est-ce que je veux faire avec l'information. Ouais. Parce que l'information en elle-même n'a de valeur que si on sait quel bénéfice en tirer, quelle décision prendre à partir de celle-ci. Cette question de traçabilité, il y a un environnement où elle existe finalement, je parle bien dans le transport, etc., de manière plus ancienne, simplement liée à l'objet qui est transporté, c'est en transport maritime, puisqu'en transport maritime, le gros du volume de transport maritime, c'est l'objet, c'est le conteneur, et le conteneur, il a un numéro, tous les conteneurs sont numérotés, et c'est l'unité qui va permettre le suivi sur l'ensemble du processus du départ à l'arrivée. Et cette information-là, ça fait longtemps que les compagnies maritimes le mettent à disposition de manière très précise. Oui. Et donc, on connaît des grands distributeurs qui ont construit un système qui permettait justement d'avoir une très bonne visibilité avec des moyens. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains environnements, c'est plus simple. Donc, commençons par les environnements les plus simples. Quand on est dans la complexité, il faut réduire cette complexité. Donc, vouloir absolument, par exemple, avoir un système qui fait tous mes moyens de transport, qui va faire à la fois le routier, le maritime, l'aérien, le ferroviaire, dans le même environnement, ce n'est pas forcément utile. Parce qu'en fait, au sein de l'entreprise, souvent, ces moyens de transport ne se substituent pas les uns les autres. Ils ne sont pas au même endroit dans le processus. Je reprends l'exemple de n'importe quel distributeur, commerçant, qu'il soit alimentaire, spécialisé, etc. En règle générale, il va faire plutôt du routier et du maritime sur l'amont, mais quasiment exclusivement du routier sur l'aval. Bon. Est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir le même outil pour l'amont et l'aval ? Non. Donc déjà, en disant, attendez, on va simplifier le débat, votre priorité c'est quoi ? C'est l'amont ou c'est l'aval ? Oui. Qu'est-ce qui a le plus fort enjeu chez vous ? Oui. On part des enjeux, on part de pourquoi, du métier. Et on cherche à, encore une fois, avoir un discours simple, pour prolonger cet exemple sur le transport amont, ça permet la visibilité apportée par les compagnies maritimes qui est assez facile à capter historiquement. Enfin, il y a un peu d'interface, mais ce n'est pas d'une complexité démentielle. Ça permet de prendre des décisions de type « Ah oui, mon conteneur est en retard, je le priorise, je demande à mon transitaire d'accélérer le transit à l'arrivée, ou bien au contraire, voilà, qu'est-ce que je priorise ? Ah tiens, j'ai des conteneurs qui sont au port, je commence à voir arriver le risque de surestarie, je suis au-delà des 10 jours, etc. Comment j'accélère ? Quelle étape suivante je décide ? Tout ça, grâce à la visibilité, ça peut être automatisé. Donc là, il y a un gros enjeu, par exemple, un gros enjeu sur les surestaries. Sur le transport routier, la question c'est, est-ce que si mon camion a 2 heures de retard à l'arrivée, quel impact ça a ? Il y a certaines entreprises où l'impact est faible et d'autres où l'impact est majeur. Donc on part de ça, on part de pourquoi. Et après seulement, on dit, OK, comment ? Et après, oui, il y a des solutions qui sont strictement comparables. Je n'aurai pas de nom ici, mais que vous preniez la solution A ou la solution B, globalement, vous avez la même information. Et puis, il y en a qui sont plus spécialisés. Vous pensez qu'il y a encore besoin de pédagogie, que le marché est suffisamment mature pour choisir finalement les outils qui leur conviennent, ou alors il faut encore expliquer donc à vos clients voilà, quels sont... Le point principal, et Thomas pourra certainement développer aussi, mais le point principal, c'est qu'il faut surtout expliquer qu'il ne faut pas trop d'informations. On n'est pas là, on ne met pas en place un système de traçabilité pour avoir une espèce de grande carte électronique sur le mur où l'entreprise va pouvoir regarder ses moyens de transport et les voir bouger. J'ai vu ça chez des clients ou dans des entreprises. C'est sympathique, c'est esthétique.
Mais ça n'a pas de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est de traiter les exceptions. C'est de dire, OK, ça, on est dans le standard. Enfin, Waze, c'est utile quand il y a des embouteillages. Quand il n'y en a pas, n'importe quel GPS suffit. Oui. Et donc, la question, tu vois, c'est vraiment ça. C'est de se dire, c'est quoi mon enjeu et c'est quoi ma finalité. À partir de là, assez vite, on va sélectionner la bonne solution. Du coup, excusez-moi Léandre, je me permets de rebondir parce que je suis assez d'accord avec vous dans l'approche du pourquoi, parce que très souvent on a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, on veut de la visibilité. Oui, mais à quelle fin? Et en fait, ça c'est vraiment, c'est vraiment clé, on va dire, à trouver la solution, parce que des solutions de visibilité standalone chez Transporeon ou chez d'autres, il y en a, elles existent. Mais souvent, en fait, le chargeur ou le transporteur n'identifie pas vraiment, tout de suite en tout cas, quelle est la fin de ce besoin. Aujourd'hui, la visibilité, elle vient aider à la décision, aider à la prise de décision. Donc, ok, d'accord, je peux tracer... je peux voir où est mon camion, je peux voir qu'il est en effet au port et que ça fait 3 jours qu'il attend et donc du coup qu'il va y avoir des surestaries, etc. Donc ça, dans les outils, on va dire, de visibilité, on va dire standalone, vous avez des systèmes d'alerte, etc. qui vous aident en fait à faire purement du suivi et puis de la remontée d'informations vers le client et puis du management en fait du transport. Donc ça, c'est vraiment sur le côté standalone, c'est un aspect. Mais en fait, je pense que l'enjeu stratégique pour les entreprises aujourd'hui, c'est cette information, elle va me permettre à moi de mieux gérer mon écosystème, de mieux gérer ma supply chain. Et donc, du coup, c'est obligé qu'elle soit native, la visibilité, hein, dans tous les projets que vous ayez, que ce soit du standalone ou pas du standalone, pour répondre à ce besoin, à cette problématique que les industriels ou que les transporteurs ont. Cette visibilité, ils en ont besoin, d'une façon ou d'une autre. Oui, mais enfin, à quel coût et qu'est-ce que ça va me rapporter? Enfin, je pense que c'est aussi les deux questions qui restent quand même essentielles. Ce que j'allais évoquer, c'est qu'aujourd'hui, les capacités existent. Il n'y a plus de questions sur l'envie, les attentes du marché. Mais oui, d'ailleurs, pour repédaler un peu, le niveau d'équipement en TMS est finalement encore assez faible. Donc, on est sur un paysage qui est finalement pas si mature. On n'est pas sur un taux d'équipement comme sur le WMS où tout le monde est équipé et on va chercher une fonctionnalité supplémentaire. C'est que le taux d'équipement n'est pas tellement important finalement, ou en tout cas à de belles marges de progrès. Et certains se posent la question de est-ce que je vais directement sur de la visibilité ou est-ce que je m'équipe d'une solution qui va me permettre peut-être à terme, une fois qu'elle sera installée, d'avoir de la visibilité. Donc, et je rejoins le pourquoi, et il faut clairement le définir. Et je voulais rajouter le côté ROI, parce que, et en lien avec ce que disait Isabelle tout à l'heure aussi, à l'OT, finalement, donc hors de transport, on peut avoir des solutions qui peuvent être assez attractives, mais quand on regarde le coût à l'OT, c'est finalement assez coûteux. Et donc le retour sur investissement n'est pas si évident que ça. Donc le pourquoi, bien définir quelles sont les attentes, ça a été évoqué par chacun, et je suis complètement en ligne sur les différents éléments évoqués. Mais pour faire beaucoup d'aide au choix, en fait, les clients ne sont pas toujours très clairs sur ce pourquoi. Et donc, quel impact je veux avoir, quel enjeu, et quelle est ma priorité, quels sont les impacts financiers que je peux évaluer, financier même le service client, la captation de nouvelles parts de marché, ça se mesure. On l'a eu dans le déchet où il fallait faire du géofencing pour pouvoir, donc de la visibilité pour pouvoir être sûr que celui qui avait le seul permis pour manipuler le godet et charger le camion était bien disponible au moment où le camion arrivait, sinon on avait des temps d'attente. Donc voilà, tout ça, il y a des éléments qui peuvent se mesurer et donc il faut effectivement répondre précisément pourquoi afin de pouvoir travailler sur le comment. Bien souvent, le pourquoi, on a des embryons de réponse. Mais ce que l'on observe chez certains clients, c'est qu'ils vont aller finalement trop large dans l'expression du besoin, dans un cahier des charges. Et donc, vous devez être sollicité assez régulièrement sur
finalement par certains acteurs qui souhaitent s'équiper de solutions, de visibilité ou de TMS, ou de digitalisation, sans qu'il y ait un périmètre suffisamment bien défini qui ait été structuré et pour pouvoir sélectionner la bonne solution. Et on revient au ROI, c'est-à-dire qu'on va avoir finalement un coût d'outil qui est trop important par rapport aux enjeux qui ont été évoqués. Donc le pourquoi et le comment sont évidemment intimement liés. L'accroche et la question qui est posée est évidemment pertinente. Aujourd'hui, il y a plein de solutions, il y a plein de besoins, mais il y a une question de maturité et de capacité à bien définir mes enjeux, le pourquoi, et du coup, quelles solutions je vais aller chercher pour avoir l'impact et surtout avoir un projet qui soit satisfaisant, parce qu'il y en a beaucoup qui achoppent ou qui n'aboutissent pas. Je rajouterais aussi une notion qui est le pourquoi, le comment, mais le quand. Effectivement aussi, un projet de digitalisation va dépendre aussi de la maturité de l'entreprise. Donc effectivement, définir le pourquoi, le comment, c'est bien, mais c'est définir aussi le quand. Peut-être que le pourquoi d'aujourd'hui ne sera pas mon pourquoi de demain. Donc nous, c'est pour ça qu'on réfléchit à une solution modulaire. C'est qu'effectivement, à partir du moment où j'ai un pourquoi qui répond à un besoin immédiat, mais peut-être que mon pourquoi demain va changer, mon comment va évoluer, et c'est à partir de là aussi comment je mets en place une nouvelle solution, sans forcément avoir au départ un système omniscient, omnipotent, d'avoir effectivement une usine à gaz, excusez-moi l'expression, mais d'avoir effectivement quelque chose qui répond simplement aux besoins, dans un premier temps. Qu'on peut ensuite... Exactement, qu'on peut aussi moduler, etc. Et le ROI va se définir naturellement, puisqu'en fait, la solution, au lieu d'avoir une solution omnipotente, je vais simplement avoir une réponse à un besoin fonctionnel qui m'est propre. Et à partir de là, effectivement, je vais pouvoir comptabiliser mon ROI en fonction de l'évolution de mon pourquoi et de mon comment. Et on a des pourquoi qui sont très très différents d'un acteur à l'autre. Juste quelques exemples de dossiers récents. Un acteur du luxe, le pourquoi, c'est clairement zéro évaporation. Donc c'est je veux suivre tous mes objets, parce que compte tenu de leur valeur, je veux exactement savoir où ils sont. Quand vous êtes un acteur dans les boissons sans alcool, le problème, c'est pas de savoir si le produit va disparaître. C'est que j'ai un client qui, lui, a une attente très forte. Les rendez-vous sont à la demi-heure, je rappelle, dans le grand nombre d'entrepôts de la grande distribution. Et donc, je veux pouvoir copiloter avec mon transporteur le respect des rendez-vous. Voilà, il faut vraiment aller chercher. Comme je disais, quand on est en transport maritime, par exemple, un des enjeux très rapides, c'est cette économie sur les frais de stationnement. Enfin, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait zéro frais de stationnement, c'est-à-dire qu'il y ait la fluidité au port, ou plus exactement, parce qu'en fait, ça se gère, vous avez des gratuités, et souvent, il y a deux étapes, il y a le port maritime et puis un port intérieur, on profite de la double gratuité, et on peut optimiser les temps de présence et même les renégocier avec le port quand on a la bonne information. Donc voilà, les enjeux, on voit, sont très différents. Et donc c'est d'abord à partir de ça qu'on prend les bonnes décisions. Dans l'industrie, d'autant plus aussi, pour éviter justement que les chaînes de production s'arrêtent, ce qui est extrêmement coûteux, surtout dans les industries flux poussées. Dans l'automobile, j'avais en tête il y a quelques années que c'était 500 000 € de l'heure. Dans ce genre de cas-là, en effet, le ROI est très rapide, je pense. Mais en effet, il ne faut pas faire non plus de l'overkill, si je peux me permettre, sur la data et vraiment répliquer ce dont on a besoin. Ça dépend de lui. Ouais, on va se tourner vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Hervé, est-ce que c'est le cas? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors une première question. Est-ce que la visibilité en stand-alone prise de façon indépendante ne réduit pas l'impact de la valeur ajoutée que cela procure? N'est-il pas nécessaire de considérer la visibilité dans un environnement opérationnel au service de l'exécution et de la planification? Wow. C'est précis. C'est tout l'objet du pourquoi. C'est à quoi ça sert. Oui, encore une fois, la grande carte avec les petits points qui bougent, c'est charmant, mais c'est... Juste pour donner un exemple alors là, on va remonter à 35 ans en arrière. Il se trouve que j'ai eu la chance de faire mon service militaire à l'état-major de la marine. On avait cette visibilité qui est nécessaire quand on est en opération militaire, c'est-à-dire il y avait une grande carte au mur avec des petits bateaux, c'était très manuel. Il y avait vraiment toute la flotte française, et puis les flottes alliées, et puis les flottes adverses, on va dire, pour rester poli, et on bougeait les petits bateaux. Et l'objectif, c'était pas de bouger les petits bateaux, c'était de savoir exactement qui était où, et s'il y avait un problème, comment on le traitait. Voilà, c'est typiquement la finalité, elle est claire. Donc c'est d'abord ça.
Ouais. On part du besoin et de l'enjeu lié au besoin. Et après, on met en œuvre des moyens. Certains coûtent très cher, mais oui, quand les enjeux sont là. Léa, par exemple, oui, Pardon. Ouais, du coup, moi, la réponse, c'est oui, tout à fait. La valeur, en fait, elle est là que lorsque on a une stratégie derrière. Donc, là encore, par exemple, obtenir de la visibilité, ok, c'est bien, mais est-ce que ça me permet, par exemple, de bien assigner le bon camion au bon moment où il est dispo, et donc du coup d'avoir peut-être moins de kilomètres, donc la réduction des kilomètres qui est vraiment une problématique importante chez les transporteurs. Donc en fait, c'est ça. Est-ce que, en effet, la visibilité, elle est bien, mais elle est bien que lorsque vous la mettez à bon escient. Et là, en effet, on part sur de la valeur ajoutée lorsqu'on utilise la visibilité en plus d'autres fonctionnalités, donc, qui peuvent être l'exécution du transport, entre autres. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la gestion par exception aussi, c'est ne plus être dans un traitement massif de l'ensemble des éléments, mais d'avoir de la donnée qui est suffisamment, et donc notamment de la visibilité qui est suffisamment retraitée et complète, et qui permet ensuite de prendre des décisions, d'arbitrer. Donc on est par rapport à la question de l'auditeur, exactement, dans l'exécution, dans l'opération, et ça permet de prendre des décisions. Il faut que ce soit, sinon visibilité pour visibilité, ça n'a aucun intérêt. On rejoint notre échange sur le pourquoi, sur les enjeux, et concrètement, ça se matérialise par est-ce que je choisis, pour prendre l'exemple du maritime, de faire sortir un container, c'est je choisis de mettre à disposition mon pilote de godet, c'est, on l'a eu dans la boisson alcoolisée, je choisis de mettre à disposition des fûts pour pouvoir dépoter de la marchandise. Tout ça, il en découle une action concrète qui permet d'être plus efficace. Merci. Une autre question peut-être ? La visibilité afin de savoir où est mon camion ou ma marchandise en soi n'est pas forcément un intérêt. L'enjeu de la visibilité n'est-il pas plutôt dans le calcul précis de l'ETA, donc heure d'arrivée, de la marchandise à son point de destination ? Oui, c'est la notion de visibilité prédictive. Oui. C'est-à-dire, oui, c'est encore une fois toujours, qu'est-ce que je peux en tirer ? Je ne tire aucune information de mon produit est là, mais plutôt quand mon produit va arriver. Oui. Un exemple de visibilité dans le ferroviaire, en fait, quand vous amassez de l'information, on connaît bien une start-up, puis une start-up maintenant, qui a développé un outil spécifique au transport ferroviaire, qui permet de donner une visibilité du réseau à l'échelle européenne, et on se rend compte qu'il y a des points. En fait, il y a des embouteillages, si on peut dire, mais simplement, c'est très difficile de les visualiser sans avoir cette information. Il y a des triages qui sont moins efficaces que d'autres, il y a des chemins moins efficaces, et ça permet de renégocier les chemins. Voilà. Oui, enfin, ceci dit, moi, quand je commande quelque chose, même si j'ai la date d'arrivée, j'aime bien savoir quand même que mon colis il est dans l'entrepôt à côté de chez moi, quoi. Enfin, et cette notion d'information service client, n'oublions pas qu'on a effectivement au départ parlé d'Amazon, qui est un peu le modèle d'année kilomètre, qui donne effectivement cette information. Nous, c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter avec des modules de notification notamment, qui informent effectivement à chaque étape du processus de livraison où se trouve le colis, puisque comme vous le dites, moi je suis aussi consommateur, je suis un grand client d'Amazon, désolé, et effectivement, j'aime bien savoir comment mon colis va arriver tel jour, et je sais que maintenant ils arrivent à annoncer effectivement des heures d'arrivée. Vous avez DPD aussi qui fait prédict et qui donne effectivement des heures à peu près faciles d'arrivée, parce qu'il ne faut pas oublier que le consommateur, c'est aussi un professionnel, et qu'il a aussi une vie privée, une vie professionnelle, et qu'il a besoin effectivement aussi d'être disponible pour pouvoir recevoir ses colis. Je voulais juste rajouter Isabelle. que l'ETA, c'est un vrai challenge pour pouvoir la calculer et la rendre fiable. C'est comme dès qu'on partage une information, notamment avec un client, on n'a pas intérêt à le décevoir derrière. Donc, tout l'enjeu autour de l'ETA, c'est sa fiabilité. Et effectivement, là, il y a des aléas qui peuvent intervenir à tout moment. Donc, finalement, l'ETA, elle est complémentaire comme information par rapport à une information de réalité. Effectivement, savoir où est le camion et avoir son heure estimée d'arrivée, c'est deux infos qui permettent aux destinataires d'interpréter, en tout cas
de prendre sa décision par rapport à ce qui lui est communiqué. Oui, je vous rejoins complètement. Le TA doit être vivante, effectivement. Elle doit effectivement suivre les aléas du transport pour pouvoir donner l'information en temps réel. Et c'est là qu'effectivement le combo entre le matériel et le logiciel a effectivement une importance clé, puisque effectivement l'information, les traceurs GPS, etc., les PDA ou autres, ou les containers maritimes pour le suivi, permettent effectivement d'avoir cette TA en temps réel. Et ce qui permet aussi de réagir en cas d'aléa. Exactement, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir informer, puis surtout de traiter le litige et aussi de pacifier entre la relation. C'est pour ça que je parlais de relation tout à l'heure entre le donneur d'ordre, le transporteur et le destinataire. Ça pacifie la relation dans la mesure où effectivement on sait globalement quels sont les événements. Ça pacifie dans la mesure où on sait qu'on est aussi en mesure d'avoir des KPI pour pouvoir effectivement gérer cet aléa, cette historique d'aléa, et puis aussi de prendre des actions correctives d'amélioration continue. Et c'est sur quoi je voulais rebondir. Nous, on a eu le cas dans le retail spécialisé, une entreprise qui a mis en place un DMS. Malheureusement, il y a eu un certain nombre d'insatisfactions clients, mais on avait toute la data pour pouvoir analyser, identifier quel type de fournisseur. Est-ce que c'est le référencement de l'éditeur du DMS qui... voilà. Et donc, on avait de la data pour pouvoir, au bout du bout, faire en sorte que les clients finaux, qui nous remontait une insatisfaction, donc le service client n'était pas satisfaisant. Et donc l'enseigne a cherché à comprendre, puisque ça sortait bien de ses magasins, ça arrivait bien chez les clients, mais insatisfaction, ou dans le processus, est-ce que je diverge et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas un taux de service satisfaisant. Et donc ça a pu être analysé. Donc même cette visibilité, quand elle est installée, qu'il y a des solutions qui sont en place, là ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu mettre en place un plan d'action pour améliorer, au final, le service client. Merci. Hervé ? Des agrégateurs permettent d'interconnecter des transporteurs sous-traitants avec des équipements hétérogènes de télématique et de TMS, et ainsi de connecter avec des plateformes type JetMove, permettent d'avoir plus de 80% de taux de visibilité. Quel est votre retour d'expérience sur ce point ? Oui, Léa. Répétez la question. C'est vrai qu'elle a été un peu longue. Donc, des agrégateurs permettent d'interconnecter des transporteurs sous-traitants avec des équipements hétérogènes de télématique et de TMS, et ainsi connecter avec des plateformes type JetMove permettent d'avoir plus de 80% de taux de visibilité. Donc, quel est votre retour d'expérience, si vous en avez un, sur ce point ? À vrai dire, je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Je ne sais pas s'il est clair pour tout le monde. Alors, j'en comprends un bout. Et donc, je vais rebondir sur ce bout-là. Après, peut-être que le monsieur pourra compléter ou la dame pourra compléter la question. Mais une des difficultés sur les agrégateurs, c'est justement d'avoir un taux de remontée d'informations de la part des sous-traitants, notamment transporteurs, qui soit suffisamment important. Et c'est un peu la promesse de certains fournisseurs de solutions. Et en fait, mais ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport aux attentes. Donc, est-ce qu'on est obligé d'avoir 100% ? En tout cas, la promesse d'avoir un taux de remontée très, très élevé, est-ce qu'elle est tenue ou pas ? Je ne sais pas. Ça peut être questionné, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Et deux, finalement, à quelle fin, en fait ? Donc, il vaut peut-être mieux avoir, sur un périmètre plus restreint, effectivement, un taux très élevé, qu'au global, un taux moyen ou challengeable, en tout cas. C'est toute une question de périmètre. L'exemple qui est donné, c'est un périmètre avec une géolocalisation particulière, sur un mode de transport particulier, auprès d'une communauté de transporteurs qui est déjà impliquée dans sa communauté. Mais évidemment, tous les chargeurs ou tous les organisateurs de transport ne sont pas dans cette situation de faire appel à cette flotte-là et donc d'avoir ce taux de visibilité. Tout dépend d'où on part et ce qu'on utilise comme transporteur. Après, ce qui va évoluer là-dessus, c'est que de plus en plus, quand il y a des appels d'offres de transport, dans le cahier des charges de l'appel d'offres, ces notions arrivent avec des exigences. Et donc, les transporteurs qui finalement utilisent mal les outils et donc donnent de la donnée de mauvaise qualité, vont se retrouver sortis de l'appel d'offres, et donc ça va pousser progressivement à l'amélioration de cette qualité. Il y a encore des transporteurs aujourd'hui qui refusent en appel d'offres de transmettre, qui indiquent qu'ils ne transmettront pas un certain nombre de données qui sont clés pour le donneur d'ordre. Très bien, ce transporteur-là, si gros soit-il, on lui dit merci monsieur et il sort.
Et quand il sera sorti 3 ou 4 fois, il réfléchira, est-ce que vraiment il doit continuer à refuser de donner de l'information? Voilà. Donc c'est la qualité de l'information, elle va arriver aussi à travers la pression du donneur d'ordre. Il va dire, mais monsieur, soit je vous utilise depuis 1 an, 2 ans, et regardez vos données, elles sont pourries, et j'ai des preuves maintenant, ce qui est important, et ça va certainement faire monter à la fois le niveau d'exigence et le niveau de performance. Alors, je vous rejoins là-dessus parce que c'est vraiment... moi, du coup, qui l'ai vécu côté transport, parce que j'ai expérience côté transport avant de rejoindre Transporion, je pense qu'en effet, ça, c'est vraiment un point fondamental. Hein. On parle d'une gestion de projet, donc le donneur d'ordre, il a un certain poids, on va dire, dans l'implémentation du projet aussi avec ses sous-contratants, ses fournisseurs, pardon. Donc du coup, les outils, ils sont là aujourd'hui. Alors oui, ils permettent l'interconnexion. Oui, on se connecte au TMS du transporteur pour récupérer les statuts, puisque parfois le transporteur préfère, enfin ça c'est à chacun sa sauce, mais soit ouvrir sa télématique, soit partager les statuts via la remontée d'informations du TMS. C'est la question, est-ce qu'il va jouer le jeu avec le donneur d'ordre? Ça dépend un peu de la relation que le donneur d'ordre a avec ses transporteurs. Parce que même si l'outil il est là et qu'il permet techniquement le partage d'informations, etc., il faut encore que les acteurs jouent le jeu. Parce que ça, on ne peut pas le forcer. Et il faut jouer le jeu sur l'aspect financier. Depuis 10 ans à peu près que les plateformes ont commencé à sortir. Il y a 10 ans, on se disait, ok, c'est bien, mais qui va payer? Oui. Et la question, elle est toujours vivante. Qui va payer et qui produit Moi, je faisais partie d'un groupe de travail, justement, dans mon ancienne vie, chez un transporteur qui commence par un G, qui commence par un O, qui finit par un O, qui avait effectivement un client qui utilisait la solution Transporion au niveau européen. Voilà. Et le groupe de travail qu'on avait effectivement à l'époque, c'était globalement de travailler sur ou pas Sixfold et de voir comment on allait pouvoir alimenter Sixfold dans l'information. Et le débat qu'on a eu à l'époque, effectivement, je rejoins tous les deux, c'était globalement quel niveau d'information finalement on va ouvrir. Et la crainte, c'était, à l'époque, je me rappelle, c'était que Sixfold se transforme en sorte de booking.com, où effectivement le transporteur perd la donnée, alors que l'émetteur de données, il perd cette donnée-là. Et c'est vrai que je rejoins Léandre sur le fait, effectivement, que cette visibilité aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et finalement, après, est-ce que l'intérêt particulier d'un transporteur, il est plus ou moins fort que l'intérêt des donneurs d'ordre et qu'ils vont choisir effectivement? Et je pense que la réponse, vous l'avez. Axiome numéro 1, même quand le client a tort, le client a raison. Exactement. Tout à fait. On n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle depuis le début du débat, ce qui est rare, parce qu'en général, en ce moment, dans tous les débats, à un moment donné, ça arrive. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose, Adrien, l'intelligence artificielle dans la gestion de la visibilité? En tout cas, on voit que dans nos foyers, ça a changé énormément de choses ces derniers mois. On ne va pas redire ce qui est dit 100 fois aux informations en ce moment. Mais en effet, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'idées qui arrivent, nous, en tout cas, dans nos sociétés de conseil. Il y a beaucoup de domaines d'application, TMS, WMS, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que l'intelligence artificielle non plus. On peut aussi élargir toutes les nouvelles technologies. Et alors là, vous me faites partir sur un sujet que j'adore, du coup, après. Mais typiquement, la blockchain aussi peut interagir très bien avec la visibilité du transport. Oui. Sur le plan de l'optimisation, il va y avoir, dans les décennies à venir, l'ordinateur quantique qui va permettre d'annuler les exponentielles sur les problèmes NP complets. Enfin, voilà, je pense... Ça veut dire quoi, ça? En clair? Des mathématiques. Mais pardon, c'est le côté ingénieur qui a repris le dessus. Veuillez tous m'excuser. Mais en tout cas, chez nous, on prépare en effet des use cases autour de l'intelligence artificielle. On va rester les pieds sur terre, bien entendu. Le but, c'est de fournir des technologies qui sont digestes pour nos clients, qui sont utiles avec des ROI, on en parlait tout à l'heure. Donc, encore de réflexion pour le moment. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver, ça, c'est indéniable. Ouais, et puis,
que je disais tout à l'heure, la donnée dans le transport, il y en a une foultitude, ça fait des années et on n'avait pas les capacités de traitement et la puissance de calcul. Et aujourd'hui, nous, on peut tester, on a des data scientists qui vont pouvoir récupérer cette donnée, et une fois qu'elle a été nettoyée évidemment, vont pouvoir tester des modèles d'analyse pour en retirer de l'intelligence. Donc ça, c'est déjà en place. On utilise déjà l'IA pour modéliser, simuler, évaluer des impacts. Tout ce qui est network design et donc au bout du bout améliorer un ETA, puisque en ayant une meilleure visibilité sur où sont mes stocks, où sont mes clients, je vais pouvoir réduire mes délais de livraison et donc pouvoir améliorer ma promesse client. Eh bien, on utilise des moteurs d'analyse sous contrainte. Donc, on a de la data, on teste de l'algorithmie, donc c'est déjà en place, ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est en fait, en termes d'IA, avant, il fallait de l'intelligence humaine pour pouvoir comprendre, et les temps de calcul pour tester des algorithmes étaient extrêmement longs, donc il ne fallait pas se planter. Aujourd'hui, on a le bonheur de pouvoir se planter et retester, et d'être aidé par la machine. Donc, c'est très bien, et ça permet d'avoir encore plus d'impact sur les évolutions, les transformations qu'on opère dans les organisations de transport et logistique. Donc, et d'apporter aussi cette notion de temps réel que j'évoquais tout à l'heure et qui est peut-être importante aussi pour pouvoir réagir très très vite dès qu'intervient quelque chose et proposer des scénarios alternatifs si nécessaire. Ouais. Alors, parce que la récupération de l'information en temps réel, ça finalement, après je vais laisser des experts prendre position, mais j'ai pas l'impression que l'IA intervienne. En revanche, sur l'analyse de l'information, la priorisation, la scénarisation et l'aide à la décision, tout ça, oui, tout à fait. Et c'est ce qui est, encore une fois, passionnant, parce qu'on va pouvoir être... on a eu un débat hier soir passionnant à l'Agora des supply chain managers, et un des retours qui est évoqué notamment sur tous les flux internationaux, Afrique, Asie, c'est l'agilité. Et dans ce monde VUCA, le fait de pouvoir avoir de la data disponible, parce qu'il y a du temps réel, et une capacité de traitement et d'analyse extrêmement rapide, permet d'être agile. Et donc, c'est, je pense, un élément vraiment passionnant, et intéressant à mettre en place. Je rajoutais qu'un des domaines de l'IA, souvent, c'est le prédictif. On en parlait d'ETA tout à l'heure, on est vraiment là-dedans. Ce que va encore plus apporter l'IA et avec encore plus de données, c'est d'étendre la visibilité, anticiper la visibilité sur toute la chaîne. C'est-à-dire faire l'ETA du camion qui est parti en tournée, on sait qu'il a 3 points et on connaît sa route. Oui. Bon, ça, on se connecte avec les données de SFR pour avoir le trafic routier. Et puis voilà. Savoir que la commande qui va venir de Chine en passant, je ne sais pas par quel détroit, arriver et être livrée chez le consommateur final tel jour, telle heure, là, c'est déjà un autre challenge parce qu'on doit faire une estimation avec 2 modes de transport différents, pour des règles différentes. Donc c'est ça que ça... Voilà. En fait, l'intelligence artificielle, elle peut commencer toute petite sur un petit périmètre. C'est de l'algorithmie d'optimisation, de prédiction. Et puis, le gros enjeu, c'est d'étendre et de connecter digérer toutes les données. Autant de... Exactement. Il y a aussi une partie qu'on oublie dans l'IA, il y a la partie, effectivement, tout ce qui est lié à la production, et ce qui est au transport. Mais il y a aussi une IA, je pense, qui va intervenir. On pense, nous, en tous les cas, qui va intervenir aussi sur la relation client, dans les interactions, notamment avec, effectivement, le fameux consommateur final, le fameux destinataire, où, effectivement, par exemple, sur des extranets clients qu'on a, par exemple, chez nous, aujourd'hui, c'est des interactions qui se font en direct avec, effectivement, le consommateur final, donc sans qu'effectivement, ça passe par une ADV centralisée. Et on se dit demain, peut-être, effectivement, qu'avec l'IA, on pourra avoir des chatbots qui vont pouvoir, effectivement, intervenir selon des scénarios bien particuliers, pour encore personnaliser la relation client de manière un peu plus, profonde, précise, sans forcément, effectivement, en ayant cette notion de temps réel dont vous parlez tout à l'heure, mais simplement, effectivement, en mettant cette IA au cœur, effectivement, de la relation client, pour pouvoir, effectivement, donner une information qui soit qualitative et qui va répondre surtout aux besoins du client. Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Quelles sont les solutions pour sécuriser les données des transporteurs lorsqu'ils partagent leurs données ? Justement, c'est ce côté... Quand vous êtes un donneur d'ordre et que vous avez beaucoup de transporteurs qui ne veulent pas forcément partager les données entre eux, c'est l'objet de l'agrégateur. C'est-à-dire...
messieurs les transporteurs, vous allez livrer vos données, vous inquiétez pas, je ne vous donnerai pas les données du voisin. Mais par contre, moi, j'ai besoin d'avoir une visibilité d'ensemble. Oui. Donc, c'est vraiment cette couche il est nécessaire que le donneur d'ordre maîtrise ces transporteurs et les pilotes. Et comment il les maîtrise voilà. Alors après, il peut le faire à travers une fonction d'intégrateur. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans cette délégation d'intégration, très bien. Mais il faut avoir cette... C'est aussi un petit peu le rôle de la plateforme collaborative, hein, d'agréger tout ça. Oui. Vous avez, il y a des pare-feux, on va dire, hein, dans toute solution qui permet de bien contrôler en fait, la data. Déjà, ce qui est important, c'est que le transporteur puisse décider si oui ou non, puisse la contrôler lui-même. Donc, il décide, OK, si je veux partager ma data ou pas. Donc, puisque sans acceptation de partage, forcément, c'est pas possible. Et puis après, il y a d'autres pare-feux, on va dire, plus techniques, hein, qui font que si vous n'avez pas certaines informations, comme la donnée d'un ordre de transport, en fait, vous n'allez pas pouvoir, la machine ne va pas pouvoir faire le suivi. Hein. Donc tout ça, en fait, c'est très important, on va dire, parce que sinon, s'il n'y avait pas ces pare-feux-là, les acteurs n'accepteraient pas de partager leurs informations. Oui. Dans la notion de plateforme collaborative, hein, il y a forcément collaboration. Hein. Oui, alors que ce soit via une plateforme ou même de systèmes qui échangent entre eux, aujourd'hui, les techniques modernes font qu'on ne peut pas... pour aller chercher de l'info chez un tiers, on doit d'abord s'authentifier auprès de ce tiers, qui nous donne une autorisation, tout ça c'est digital, hein. Il donne une autorisation parce qu'il connaît, il faut qu'il ait bien sûr que le tiers qui demande, qui frappe à la porte soit connu du partenaire, qu'il frappe à la porte, il est reconnu, à ce moment-là on lui ouvre le SaaS et puis là il va pouvoir aller poser sa question. Effectivement, à l'intérieur de la question qu'il pose, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui permettent de trouver la réponse. Si uniquement il y a ça, le système repart dans l'autre sens. Tiens, je t'appelle pour voir si tu es OK et que je te donne la réponse. Oui, je te connais, c'est bien toi, c'est bien ma question. OK, je t'ouvre. Hop, et là, en quelques micro-secondes, je regarde l'ingénieur, je ne sais pas combien de temps, mais en un temps très très court. Et ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes vulgairement API aujourd'hui, pour plus dire EDI, mais c'est des nouveaux systèmes de web services qui permettent aux partenaires d'échanger la donnée de manière sécurisée, avec les plateformes ou entre système à système. Merci à tous les 6 pour votre éclairage sur ce sujet de la visibilité et transport. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle émission, peut-être autour des ordinateurs quantiques au service de la gestion des transports. C'était une projection un peu long terme. Merci, à très bientôt.